Madame Elbakouchi, bonsoir. Bonsoir. Bon, suite à la première vidéo qui a eu pas mal de succès, les gens ont énormément aimé questions-réponses sur la vérité sur les États-Unis, la malbouffe, le côté médical. Donc du coup, on a eu quelques questions intéressantes et qui peuvent intéresser d'autres personnes. Et comme je voudrais vraiment le signaler encore, comme je l'avais déjà dit sur ma dernière vidéo, on n'est pas en train de cracher sur la soupe. On est bien retrouvé aux États-Unis. Il y a énormément de bonnes choses, mais il y a des mauvaises choses. Donc il y a beaucoup de gens aussi qui croient que les États-Unis, tout est beau, tout est rose, mais malheureusement, c'est pas toujours le cas. Voilà. Donc ça, bien noté. Donc on va commencer par rapport aux questions qu'on a eues. On va commencer concernant les écoles ici aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport aux écoles? Alors, il y a un système public et un système privé comme j'imagine partout sur la planète. Le système public, de ce que je crois comprendre, parce que les filles ne sont pas à l'école, elles viennent d'avoir 3 ans et elles ne rentreront pas à la maternelle avant au moins 4 ans. Ça commence au même âge qu'ici. En fait, on peut rentrer à l'école à 3 ans. Le système public, de ce que je comprends, n'est pas d'un niveau méga élevé. Le système privé, je ne sais pas s'il est beaucoup mieux, mais en tout cas, il est vachement plus cher. Donc de ce côté-là, résumé, c'est qu'on a de la chance quand même d'avoir un système beaucoup plus élevé en France. Probablement. Alors, voilà. Après, ce que je ne sais pas, c'est entre le système public que nous, on a connu quand on était enfant, Ouais. c'est ma seule référence, Ouais. et le système public de nos jours. Ouais. Ça, j'ai du mal à savoir comment ça a évolué. Mais je pense que le privé doit être quand même bien, en France, je parle. Ça doit être un petit peu pareil. Ouais, je pense que... Ouais. Je pense que le public des deux côtés n'a pas super bien évolué, probablement un peu plus pire aux États-Unis. Ils essayent en fait de mettre en place un système qui s'appelle Common Core, qui fait que toutes les matières principales, alors j'ai les maths en tête, mais il y a d'autres choses. En gros, ça nivelle plus ou moins par le bas. L'idée étant de pouvoir faire passer des tests à tous les étudiants, donc à chaque âge, pour que tout le monde pour avoir une meilleure idée du niveau scolaire des gens. Alors, dans des choses que, par exemple, sur lesquelles j'étais étonnée, j'ai une collègue de travail qui a un enfant... Elle n'était pas très contente un jour, elle arrive, elle me dit quand même, la prof exagère, mon fils a quelques soucis parce que son fils est autiste Asperger, elle ne l'autorise pas à repasser son test. Donc ça me paraissait étrange. Et donc je lui ai posé la question, et en fait, je ne sais pas si ça a évolué comme ça en France, mais en tout cas aux États-Unis, tant que tu n'as pas eu la bonne note, tu as le droit de repasser le test. Ouais. Moi, je viens d'une époque où c'est bon, tu te plantais, tu avais un 0, un 0, tu rentrais la queue entre les jambes et tu disais j'ai eu un 0. Donc voilà, ça c'est un exemple. Pour le privé, il y a 2 écoles françaises. Parce que oui, par rapport à ça, oui, effectivement, bon, nos filles, elles n'ont que 3 ans et je pense que on s'est toujours dit qu'on aimerait bien les mettre dans une école américaine, française. Déjà le fait qu'ils ont double culture, qu'ils parlent très bien français à 3 ans et anglais, et le fait que le système effectivement est beaucoup plus élevé et mieux, donc ça c'est notre choix. Mais simplement, ça coûte un bras. C'est un prix. Ça coûte un bras. Donc il y a 2 écoles, pour donner un ordre d'idée, pour des enfants de 3, 4, 5 ans, donc maternelle, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est $17 000 par enfant pour une année scolaire dans l'une des écoles, et entre
aux alentours des 13 000 dans l'autre école. Et dans la première qui était à 17 000, c'est un gros complexe hein, qui fait de maternelle jusqu'à lycée. En plus, après, tu payes toutes les activités. Alors, elles ont cours de 8h à 14h. Après, de 14h jusqu'à 4-5h, 6h le soir quand tu viens récupérer tes enfants. On va dire une année à 40 000 facilement. 17 000, plus effectivement les extras. Voilà donc toutes les activités de l'après-midi, les cours après la classe, tu veux leur faire du piano, Bien sûr. ce que tu veux, tout ça c'est payant en plus. Toutes les sorties. Donc ça, voilà, ça coûte un bras. Et après, la dernière chose que je voulais mentionner, c'est sur les écoles, c'est par rapport aux universités. Donc une grosse majorité des étudiants évidemment n'ont pas l'argent, les parents n'ont pas l'argent pour payer les études à l'université. Donc les étudiants prennent des crédits. Donc ils commencent leur vie professionnelle avec des crédits sur le dos, ce qui est tout bon pour les banques. J'ai demandé un jour comment on faisait pour rentrer à Harvard ou MIT ou Stanford. Faut être pas bête, mais surtout, faut avoir beaucoup d'argent et des relations. Je pense un peu comme les écoles supérieures en France, hein, HEC. Non, alors HEC, il faut être pas bête. Ah oui. Il faut passer tes concours, et si tu es meilleur que les autres, tu rentres. Là, tu fais un... D'entrée de jeu, il faut avoir le bras droit. Il faut avoir les passes d'entrée, et ça coûte vraiment très très cher, hein, parce que je crois que c'est plus de 100 000 $ par an et par année. Donc, nous, là, on a de la chance, non, c'est parce qu'on travaille dur et c'était un choix de le faire, c'est qu'on a une super nanny. Une nanny, en fait, voilà, qui est là avec nos enfants. Elle vient tous les matins à 9h du matin jusqu'à 17h, du lundi au vendredi. Elle est bien parce que elle est très compétente, elle ne reste pas à la maison, elle sort tous les jours. Nos filles, elles ont un emploi du temps chargé entre le zoo, entre la librairie, entre les concerts, entre la piscine, la gymnastique. Voilà, elles rentrent le soir, elles sont lessivées et ça leur permet effectivement d'ouvrir pas mal leur esprit, d'être un petit peu en avance. Mais par contre, oui, ça coûte un bras. Donc, ça coûte le deuxième bras qui reste en fait. Oui, donc comme on est honnête, on ne cache rien et ça coûte combien exactement ? 3 800 $ par mois. Avec la voiture et tout ça ? Voilà, donc 3 800 $ par mois qu'on paye la nanny. Bon, je pense que j'avais fait la blague, j'ai dit à ma sœur au Maroc combien elle nous coûte, et bien sûr j'ai converti ça en dirhams, mais je crois qu'elle s'est arraché les cheveux. Elle me dit, mais avec ça, t'as le chauffeur, t'as 4 femmes de ménage, je sais pas combien de nannies, etc., etc. Mais bon, voilà, c'est-à-dire qu'en tant qu'employeur, elle ne touche pas 3 800. Hein. Ouais. En tant qu'employeur, on paye les taxes, en tant qu'employeur. Mais non, malheureusement, ça nous coûte 3 800 de notre poche. Et le reste. Et au-delà de ça, tu ne déduis rien des impôts. C'est pas comme en France où quand tu emploies quelqu'un, ça se dégrève des impôts. Ici, c'est très bien, tu as créé un emploi, mais c'est pas ça ne crée aucune réduction sur les impôts, zéro. Donc c'est clair qu'on l'a remarqué et vu tout de suite effectivement que voilà, sortir 3 800 $ tous les mois, ça fait un sacré pactole, mais on a vu quand même les avantages, c'est que la nanny, c'est elle qui vient à la maison, c'est pas toi qui se lève et qui prépare les filles en vitesse, les emmener à la crèche, il faut sortir tôt du boulot, aller les chercher, c'est une nanny qui est malade, il faut rester avec elle. Voilà, ça c'est des avantages énormes, surtout pour nous, tous les deux qu'on travaille, moi et toi, donc on ne peut pas faire autrement. Et en même temps, voilà, on n'a pas envie que nos filles soient toujours dans le même cadre, avec les mêmes enfants, emprisonnées dans une classe toute la journée. Quand tu n'as pas le choix, c'est très bien. D'ailleurs, il y a un centre chez Nike, hein. Il y a une garderie, une crèche chez Nike, mais beaucoup de gens qui l'utilisent, mais c'est vrai qu'on voulait donner la chance aux filles d'être élevées un peu comme nous on a été élevés par toi comme moi par nos mamans. Bien sûr.
Mais comme on ne peut pas le faire nous, la nanny, c'est notre extension. Exactement. Donc, et voilà. elle fait très bien son job. D'accord. Bon, allons-y. Passons aux impôts. Parce qu'on a une question. Aux impôts. Les impôts. Donc les impôts sont payés à la source. Chose que les Français vont donc débuter, vont commencer à connaître en 2019. J'ai reçu le papier également m'informant que les impôts étaient prélevés à la source. Donc il y a plusieurs types d'impôts. Il y a les impôts fédéraux et les impôts... il y a state, fédéral... je dis pas de bêtises, il y en a un troisième, il y a le comté. Et c'est les 3 principaux impôts. En gros, je dirais qu'on paye à peu près la même chose que ce qu'on payait en France. D'accord. Je fais pas vraiment de différence, c'est juste que c'est réparti complètement différemment et que c'est réparti dans 3 buckets, 3 niveaux différents. Un niveau pour l'État, un niveau pour le pays et un niveau pour le comté. D'accord, donc en gros, il n'y a pas une grosse différence entre ici et la France. D'accord. Donc comme vous me voyez, moi, Claire, là, elle me parle chinois parce que j'ai de la chance, c'est elle qui s'occupe des paperasses et des impôts. Les impôts, moi, qu'est-ce que c'est? Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour ça. Troisième question qui concerne en fait le salariat et les autres... et l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat oui. aussi. Alors je ne sais pas ce que la personne voulait savoir exactement, mais... je pense le salaire peut-être, combien j'en touche. Le problème c'est qu'il y a tellement de jobs et tellement Non, je pense que... Alors, je ne sais pas si ça répondra à la question, parce que mais bon, je vais... Ouais. Allez, je vais dire ce que moi j'ai envie de dire. Le salariat. Donc je vais prendre l'exemple de chez Nike, parce que c'est celui que je connais le... Et je pense que ça intéresse aussi les gens qui sont dans une grosse société comme Nike. Grosse société américaine, au siège mondial. C'est difficile, ça n'est pas si facile, voilà, moi je ne veux pas dire c'est difficile, ça n'est pas si facile de travailler dans une société américaine en tant qu'étranger. Et ça fait 7 ans ça fait 7 ans qu'on est là. Ça a été, je me suis aperçue au fur et à mesure de la difficulté, parce que dans les premières équipes où j'étais, il y avait pas mal d'étrangers avec moi, donc c'était assez mixte. Et là maintenant je me retrouve dans une équipe où je suis la seule étrangère, donc dans une équipe on est entre 30 et 40. Donc ce qu'il faut voir au quotidien, c'est... je donnais l'exemple à Mousse tout à l'heure, je dis quand je dois présenter devant 500 personnes, bien évidemment, je ne présente pas aussi bien en anglais qu'en français. C'est pas ta langue maternelle. Parce que c'est pas ma langue maternelle. Même si tu la maîtrises bien. Et je ne présenterai jamais aussi bien qu'un Amerloc. Bien sûr. Et donc, on part avec un handicap, particulièrement dans des sociétés comme Nike, où l'apparence, la manière de présenter, est hyper importante. Donc, au fur et à mesure de l'évolution, même si potentiellement tu connais mieux la boîte, tu as un réseau de connexion qui se forme, ça n'est pas facile. Mais ça a aussi plus d'impact que ça, c'est pas juste au niveau de la langue, c'est aussi au niveau de la culture, c'est-à-dire que on manage pas les gens de la même manière. Tu peux pas donner du feedback à tes équipes de la même manière, tu peux pas donner du feedback à ton boss de la même manière. En France, on est assez direct, on est assez sarcastique. Là, je sais pas si les gens peuvent se rendre compte, mais le hashtag MeToo, forcément vous en avez entendu parler en France avec les Harvey Weinstein et tout ça. Je résume un petit peu pour les gens qui ne savent pas de quoi tu parles. Il est accusé en gros d'avoir violé plusieurs actrices, enfin fait du chantage en fait, voilà, fait du chantage. J'entends ça tous les matins, à chaque fois que j'allume la télé ici. Donc, une grosse société comme Nike, voilà, direct, nous on a eu des messages, il y a des gens qui se sont fait virer, des seniors leaders qui se sont fait virer, pour tout un tas de raisons différentes, certains parce qu'ils étaient un peu trop directs, ça n'était pas que lié
des problèmes de harcèlement. Hein. Mais donc ça veut dire que... C'est une boîte qui fait très attention à son image. Hein. Ouais, ils font super méga attention, mais ça veut dire que quand tu arrives avec ta culture étrangère où tu peux donner du feedback assez facilement, bah là, tu te retrouves à faire attention parce que tu te dis, bon, ça pourrait être mal pris. Correct. C'est hyper politiquement correct. Ça veut dire aussi que si tu donnes un peu trop de feedback, tu peux être perçu comme négatif. Alors les Français ont tendance à être réalistes. Les Anglais se débrouillent mieux que les Italiens, les Espagnols, les Français, par exemple. Parce que les Anglais sont un peu plus proches dans la culture, au-delà de la langue, que les Français. Donc nous, il faut qu'on fasse un peu plus attention encore. On perd son réseau. Donc moi, j'avais mon réseau français et européen. Quand je suis arrivée ici, il a fallu que je reconstruise un réseau. Et c'est moins facile que de construire un réseau avec des gens de culture commune. C'est tu peux acquérir la culture du pays où tu es. Néanmoins, je pense qu'on sera toujours français dans un pays d'Américains. Et même si on fait l'effort de s'intégrer, de regarder... alors je regarde pas la télé, mais bon, je le fais pour moi. Donc il me dit, tiens, ce sont les stars qui sont connues et ceci, cela. Je sais pas, des blagues toutes bêtes, tu peux pas les faire parce que personne comprendrait. Bah, c'est comme nous aussi quand tu regardes le Roi Man Show et tout ça, c'est pas pareil, c'est pas notre humour, donc tu as du mal à rire. C'est pas le même sens de l'humour. Voilà, donc moi ça fait 7 ans que j'ai pas rigolé en fait, au travail. Oui, pas la même culture. Il faut dire ce qu'il y a, les Américains, la majorité sont coincés. Bah, c'est pas qu'ils sont coincés, mais c'est le politiquement correct en fait. Ouais, ils sont coincés par rapport à nous. Du coup, ça les rend coincés. Par rapport à notre culture et par rapport à notre franc-parler, comme on est open. Arrive à faire. On arrive vraiment à faire la séparation entre. T'as fait une bonne blague sarcastique, mais fondamentalement, c'était pas ce que tu pensais. Ouais. Alors que là, les gens vont te regarder en se disant, mais est-ce que réellement. Est-ce qu'il faut que j'ai téléphone aux ressources humaines pour dire que. Voilà. Donc voilà, tout ça pour dire que évidemment c'est une très bonne expérience, je suis contente de travailler là où je travaille et tout, mais ça n'est pas si facile. Et l'autre chose qui n'est pas si facile, voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon fil, ouais, c'est quand t'as plus ton réseau d'amis proches qui te connaissent depuis longtemps et que t'as un peu de coup de mou, que ce soit dans le boulot ou que ce soit ailleurs, même si les communications se sont beaucoup améliorées, évidemment, on a WhatsApp et Facebook et tout ce qu'on veut, c'est très difficile de faire partager à des gens qui sont restés en France sur des situations de vie qu'ils ne connaissent pas. Il a fallu que mes parents viennent ici pour comprendre certaines choses que je leur expliquais. Ouais. Et c'est normal. Ouais, il faut qu'ils voient de leurs yeux. Donc, c'est ça qui nous manque effectivement. Ça sort du cadre du salariat pur et dur, mais. Et maintenant, voilà, par exemple, quelqu'un comme moi qui vient de monter sa boîte. Donc, comment tu peux expliquer ça? Alors, je crois que c'est hyper facile. Alors, c'est pareil. C'est facile, bien sûr. Tu vas voir un avocat, tu lui mets, je sais plus combien ça coûte, parce que c'est pas moi qui ai payé, mais il te fait les papiers, ça prend. Ça coûte une petite somme. Bah, tant que tu payes, voilà. C'est facile. Au niveau des impôts, je crois qu'ils t'assomment moins la tête qu'en France, mais c'est pareil, j'ai pas les chiffres. Ça, parce que, oui, voilà, moi, c'est John qui s'occupe de tout ce qui est paperasse, donc voilà, comme il est américain, il connaît plus ce genre de choses que moi, donc je lui ai laissé tout ce qui est facture, papier, voilà, les gros trucs comme ça, la prise de tête, et voilà, il le gère mieux que moi, ce qui est normal. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est que la flexibilité du marché du travail, que j'avais déjà dit, je pense que les Français vont avoir l'impression d'entendre Macron. La flexibilité du marché du travail, c'est bien, et en même temps, c'est à double tranchant. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que tu te fais virer
si tu as un emploi qui n'est pas très qualifié, tu te fais virer, tu retrouves demain matin. Aujourd'hui, les gens qui sont en tous les petits jobs. Tous les petits jobs, voilà. Tu peux aller être caissier chez Costco, servir des sandwichs chez Subway, en McDo, 2 temps, 3 mouvements. Voilà. Donc, résultat, alors c'est bien, mais résultat des courses, c'est hyper difficile d'avoir des gamins qui sont motivés. Ça ne pousse pas les gens à tout faire pour garder leur job, parce qu'ils savent que demain, voilà. s'ils sont éjectés, bon bah il n'y a plus rien. Donc c'est compliqué parce que à chaque fois qu'on passe des annonces pour retrouver du monde, on a 20, 30, 40 CV, mais c'est des gens qui ne vont pas se pointer au rendez-vous. Ce sont des gens qui, tu regardes le CV, tu te dis bon, c'est pas du tout, c'est complètement à côté de la plaque. Bah, je peux dire que des fois, j'ai vu même les voitures s'arrêter, je suis dans mon bureau et j'ai rendez-vous avec des gens. Tu fermes les rideaux, t'éteins la lumière. Quand je vois la dégaine, les gens qui arrivent, je me dis c'est pas possible, non, je vais pas discuter avec ces gens-là, quoi. C'est d'entrée de jeu, non, merci, quoi. Donc c'est compliqué, c'est très très compliqué. Ouais. Et en fait, quand on discute avec tous les gens qui ont des petits business, que ce soit des jardiniers, des gens qui travaillent dans le bâtiment, dans la restauration, tous les gens qui ont leurs petites entreprises, c'est l'enfer pour trouver du monde. C'est marrant, je veux dire, ça fait 7 ans effectivement qu'on est là, mais moi l'impression que j'ai, c'est que les gens ils s'en foutent. Tu leur proposes du boulot, ça te plaît ou ça te plaît pas. Je veux dire, voilà, on a fait pas mal de travaux à la maison, et à chaque fois qu'on a eu affaire à des artisans, les mecs ils n'étaient pas sérieux, soit ils ne rappelaient pas, soit ils ne venaient pas au rendez-vous, ou soit ils te faisaient comprendre, écoute, si ça te plaît tant mieux, ça te plaît pas, tant pis. Ce que je me demande, c'est de quoi ils vivent. Parce que il y a du monde, je veux dire, il suffit que toi t'es picky et tu sais exactement ce que tu veux et que ça leur plaît pas, et d'autres personnes voilà, qui sont pas chiants, qui s'en foutent, voilà, qui font trop confiance facilement, ok, ils vont enseigner avec eux. Oui. Alors, ouais. C'est l'enfer. Non, et puis je pense que le niveau d'exigence en fait a baissé, donc si ton artisan n'a pas fait exactement le boulot comme tu voulais, tant pis pour toi, quoi. Bien sûr. Là, le voisin à côté, sa terrasse, je sais pas combien il a payé, mais le pauvre, ça fait combien de fois qu'il refait je ris, mais en fait c'est pas du tout rigolo. Au moins 3-4 fois. Je ris parce qu'en fait on voit les gens qui reviennent tous les 3 mois. Pour un simple balcon en bois, c'est juste c'est horrible. C'est n'importe quoi, D'accord, et je me rappelle aussi d'une question, comment les Américains voient les Français. Ah oui, je me souviens de celle-là. Ouais. Ah ben j'en sais rien. C'est marrant parce que moi, chaque fois que je parle aux Américains, les Américains eux, me disent pourquoi les Français ne les aiment pas. Voilà, ça c'est un truc qui revient à chaque fois. Apparemment, en France, on n'est pas aimé. Déjà, c'est un peu dur, je dirais, de répondre exactement à cette question, dans le sens que ça dépend où tu es aux États-Unis. Il y a des endroits où les gens sont un peu plus éduqués, qui sont un peu ouverts sur le monde. Il y a des places où, moi je me rappelle, quand je suis arrivé ici, on m'avait demandé si on avait de l'électricité en France. Je veux dire, voilà, si je connaissais Michael Jackson. On m'a demandé si on faisait des siestes tous les jours au bureau. Oui, ils ont confondu avec l'Espagne. Donc j'ai dit oui, et T'es obligé de leur dire, mais non, je plaisante. Non. Je pense non, il y a des gens qui ne connaissent pas du tout. Voilà, ça ne savent même pas où c'est la France déjà, de toute façon. D'autres... Non, mais alors, il y a la cuisine française. Bien sûr. En fait, France égale bon goût. Déjà, et un peu classe, parce qu'ici, il y a beaucoup de gens ici qui parlent en fait le français, qui ont pris le français pendant leur jeune âge, au collège et tout ça. Et ça fait bien déjà de parler français, ils sont fiers s'ils arrivent à placer 2-3 mots. Donc le français, ça fait chic. Je dirais que de base, français égale bon goût. Ouais. Mais après, plus que ça, je ne saurais pas dire. Mais comme l'américain, c'est vrai que c'est un petit peu la grosse tête, ils connaissent Stone, il est meilleur et tout ça, donc c'est clair que tout ce qui vient après eux, en gros, un peu c'est de la merde. Des régions Kirchhoff. C'est de la merde. C'est, moi je le vois chez Nike tous les jours. Hein. C'est difficile d'attirer leur curiosité sur autre chose que ce qu'ils connaissent. Ouais. Et ça, on s'est beaucoup rendu compte. En 2012, on a fait un grand voyage, surtout pour moi. On a été à Memphis,
pour visiter Graceland et Elvis. On a été à Tipolo, là où il est né. On a Tu te été à rappelles Nashville. cette fille qui nous a servi la pizza? Je lui ai redemandé 3 fois ce qu'elle était en train de me dire. J'arrive à ça. Donc c'est là on s'est rendu compte qu'on était vraiment au cœur des États-Unis, vraiment la vraie Amérique de Ronald Reagan. Et là, effectivement, on est tombé de haut. Tu dis, oh là, qu'est-ce que c'est que ça? Parce qu'effectivement, les gens qui ne connaissent pas les États-Unis, bon, ils connaissent New York. La New York, Floride, Miami, Los Angeles, voilà, tout le côté bling-bling, le côté brille, mais le reste, c'est autre chose. Donc on était vraiment un voyage très enrichissant déjà, parce qu'on a aimé tout ce qui est culture, la musique, rock'n'roll, Nashville et tout ça, mais on a vu aussi ce que c'est la pauvreté, ce que c'est le manque d'éducation. Effectivement, on a été un soir dans un restaurant pour manger, commander des pizzas, et effectivement, oui, bon, moi à l'époque je parlais pas du tout, Claire, je crois que la fille lui parlait, elle a dû lui faire répéter 3 fois parce qu'elle ne comprenait rien de ce qu'il lui disait. Je parce que c'était du slang en fait, c'est de l'argot. Ouais, puis avec un accent du sud hyper fort. Ouais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, vu qu'elle nous a apporté la pizza et qu'elle revient une deuxième fois, alors je me souviens plus, mais je me suis mis dans le contexte, je me suis dit, tiens, c'est probablement ce qu'elle veut dire. Et donc je lui ai refait la phrase dans un anglais correct. C'est comme en France, on demande couler de l'huile d'olive, du piment. Donc je lui ai refait je lui ai posé la question dans un anglais correct. Ouais. Et elle m'a regardé comme si j'avais 2 têtes. Bah oui. En me disant bah oui, mais c'était pas exactement ce que tu me racontais et puis c'était pas hyper. Et tu te souviens de ce supermarché où on est rentré, je crois le matin, on voulait s'acheter un truc pour petit déjeuner. Oui, on en a parlé depuis Wigan la dernière fois. Exactement, ouais. Donc voilà, hein, écoute. Tu as d'autres choses qui te viennent en tête par rapport aux États-Unis d'Amérique Non, c'est un peuple qui est très gentil. Très gentil, c'est clair. Ça, on devrait prendre exemple sur eux parce que n'importe où dans la rue, les gens ne connaissent pas. Bonjour, comment ça va, comment ça se passe la journée. Ça, c'est vrai, c'est très agréable. Il n'y a pas, surtout, moi je viens de la banlieue, Sarcelles, 95, Gare du Nord, Châtelet et compagnie. C'est vraiment très agréable quand les gens te regardent avec un visage doux. C'est pas un regard très insistant, un regard méchant, genre pourquoi tu me regardes, pourquoi tu es ceci, tu es cela. C'est autre chose. Et ça, franchement. Particulièrement à Portland. Probablement particulièrement. Mais à Los Angeles, même si c'est à Los Angeles, c'est faux. Il y a une vraie fausse camaraderie, on va dire, parce que les gens aujourd'hui, super, comment ça va, t'es qui, blabla. Demain, tu passes à côté, tu n'existes pas. Donc ça fait un peu bizarre. Je sais le point que je voulais évoquer. C'est en lien avec et l'éducation et salariat chez Nike. L'esprit de compétition. Les Américains ont un esprit de compétition dès le plus jeune âge. Et donc ça en fait des adultes qui ont toujours cet esprit de compétition dans le boulot et qui vont dans une salle de réunion, qui vont parler plus fort, couper la parole, faire la meilleure présentation, en faire un peu plus toujours. Il y a vraiment toujours cet esprit de compétition. Parce que premier de la classe, quoi. On les forme depuis leur jeune âge. Oui, t'es le meilleur. C'est quand même un peu. Parce que vous avez pas des habitudes. Oui, vous êtes les meilleurs, vous êtes les winners, vous êtes les champions. Voilà. Kick ass. Mais ça veut dire aussi, alors par exemple, j'ai une amie française qui avait un petit garçon de 11 ans qui faisait partie d'une équipe de foot. En foot à 11 ans, c'est pas du football professionnel. Le gamin à la rentrée des classes, leur entraîneur est venu le voir sans passer par les parents en lui disant écoute, tu feras pas la saison, il était goal, tu feras pas la saison, il y a un autre gamin qui est arrivé qui a fait les tests, tu feras pas la saison. Bon, évidemment, le gamin il est passionné de foot, il rentre à la maison en pleurs, il dit voilà, je ferai pas la saison, j'ai le droit de m'entraîner mais je ferai aucun match. Pourquoi ? Parce qu'il y a un autre gamin qui est arrivé. Les parents sont donc allés voir l'entraîneur en disant pourquoi ? Compétition, faut qu'on gagne, l'autre gamin est meilleur. Ouais. Et donc ça a été une prise de tête incroyable ils ont quitté le club d'ailleurs, parce que chez nous, on se dit qu'un enfant, il faut qu'il... je veux dire, c'est pas grave s'il gagne pas le championnat, quoi. C'est pas la fin du monde. L'idée, c'est qu'ils prennent goût au sport. Ici, dès le plus jeune âge, les gamins, ils font des camps pendant l'été pour améliorer leur capacité physique, pour être meilleurs dans leur sport. C'est bien, mais... C'est comme ça qu'on fait des samouraïs, des guerriers. Ouais, mais c'est un peu too much. Je trouve que c'est un peu too much pour des gamins. USA, c'est comme ça qu'on gagne des médailles d'or. Mais non, mais c'est vrai. Je peux pas dire le contraire. Mais je trouve. D'accord, Jay, c'est d'accord. Je trouve qu'on en laisse probablement un paquet sur le bord du chemin.
à cause de ça. Ouais. Voilà. Ouais. Et ça, moi perso, je suis pas fan. Donc, bon. Mais vive les États-Unis, God bless United States. Bon, bah merci beaucoup. Hein. Et voilà, bah voilà, si ça génère d'autres questions, Pas de problème. pas de problème. Au revoir. Au revoir.